Cette semaine, dans le balado, on habite un couvent pas trop catholique, on réhabilite des criminels et on chasse des fantômes. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau, Jean-François Berton et un invité spécial, Francis Ouellette. Bonjour Francis. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va. Toi, ça va aussi, Jeff? Oui, tout le monde va. Excellent, excellent. Je pensais que tu aurais juste dit cette semaine dans le balado, on chasse des vieux fantômes, là. C'est quasiment ça. On combat des vieux fantômes, c'est ça un peu Ghostbusters, fondre des glaces. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même de nouveaux fantômes dans Ghostbusters, faut dire. Ça serait peut-être plus appliqué à l'autre film précédent, par exemple. Oui, effectivement, le premier volet. Mais la nostalgie est définitivement à l'honneur cette semaine, tant dans la nouveauté que dans les nouvelles aussi. Voilà. Mais juste avant, Francis, tu es un collaborateur de Mon Ciné, tu travailles avec nous, mais tu es aussi un créateur de contenu. Et probablement le top 3 des fans de Dans une galaxie près de chez vous. Certains te connaissent. Probablement, oui. Fait que c'est de la chaîne Dans mon salon que tu tiens. Exactement, oui. C'est une petite chaîne YouTube que j'ai décidé de partir il y a 5-6 ans. Et un peu comme vous, je suis un grand passionné. Fait que je me suis dit, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Et je suis rendu là. J'ai décidé de sortir une série sur Dans une galaxie près de chez vous, où est-ce que j'ai exploré la série et les films au grand complet. Fait que ça c'était un bel accomplissement, je crois. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ouais, puis t'as beaucoup de capsules d'anecdotes de cinéma aussi, pour ceux qui... Je suis un gros fan d'anecdotes entourant les films, les petites histoires méconnues, tout ce qui entoure le cinéma. Ah, tu vas voir, Pat en connaît. Ah oui, ça, je sais que c'est une méchante mine. Puis je pensais parce que t'as énormément de tes capsules, t'as ta casquette de Ghostbusters. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est une très bonne semaine pour te recevoir, je pense. Ah ouais, j'étais un gros fan. Je me suis même payé le Proton Pack qui est sorti il y a quelques années, là. Et dernièrement, là, je pense cette année, ils ont fait une autre Hasbro, ils ont fait un autre package deal de Ghostbusters. Jeux pour adultes, là, maintenant? Non, c'est vraiment des répliques officielles, genre du Proton Pack. Puis là, je vais avoir la Ghost Trap puis le Peaky Meter. OK, mais le Peaky Meter, il y avait ça dans les films originaux aussi? Oui, c'est juste que là, il y a eu un upgrade avec Afterlife. Il se transforme en teaser. Il tease c'est vrai, ouais. Ça, j'ai quand même trouvé ça bon. Fait que ça, on a aussi cette version-là. Mais là, tu mets ça comme en exposition chez écoute, c'est purement geek, là. C'est une des rares choses que je me suis payé de vraiment geek à fond, là. Puis, comme je disais à ma blonde, c'est que j'ai comme deux choix. Soit que je le fais moi-même, ça me prend 500 heures, puis ça me coûte 4 fois le prix, ou je me paie ça, puis t'en entends plus jamais parler. Et je dois avouer que j'ai eu la chance de le porter sur le dos et de remplir un fantasme. Et c'était jouissif. Afterlife était sorti? Non, tout récemment, parce qu'on a préparé une petite capsule. Fait que, ça a été très chouette. Ouais, c'est cool le porter. C'est lourd? Quand même, ouais. Okay. Mais il est moins lourd que si tu le fais par toi-même. Et c'est le premier commentaire qui revenait, c'est cool de le faire soi-même, sauf que ça pèse une demi-tonne. On se défait le dos. Il y a comme des plans sur Internet pour en faire un. Oui, puis de plusieurs façons. Il y en a qui s'en vont avec des affaires de fibres de verre. Puis non, il y en a qui sont vraiment A1, là. Ouais, j'avoue que c'est pas mal un des costumes de cosplay les plus populaires. Je l'avais vu à l'Halloween devant chez nous, là, une famille de 4 Ghostbusters, les deux parents, les deux enfants et tout. Nice. Avec les chiennes beige et tout. Donc, juste pour dire qu'on intègre un Francis de temps en temps dans le balado parce que dans le fond, il va être un petit peu un remplacement pour toi, parce qu'évidemment, tu vas avoir d'autres congés parentaux à faire. Essayer de plus prendre de pause. Écoute, à la demande populaire, les gens étaient tellement déçus de cette pause. Il y avait des manifestations devant nos bureaux. Je sais pas si vous avez vu l'article dans le journal de Québec. C'est parce que vous êtes bon, hein? Fait qu'il y a de la demande. Fait que c'est sûr que quand vous disparaissez quelque temps, les gens se demandent. Voilà. Alors, fait que faisons un petit tour d'horizon d'actu de la semaine. Brosse-nous le portrait. Bon, tout d'abord, Margot Robbie a annoncé son prochain projet comme productrice et elle se lance dans l'adaptation du jeu vidéo de Sims. Ouais, j'ai vu ça hier passé. Oui, j'ai vu ça hier passé. Donc, qui sera co-scénarisé et réalisé par Kate Herron, qui avaient donné la première saison de Loki sur Disney+. Donc, quand même, je pense que c'est un très bon choix comme scénariste-réalisatrice. Je dirais que j'ai l'impression que ça va avoir le ton de Barbie.
Probablement. Une espèce de ville fictive, un petit peu méta, mais avec une tête d'identité. C'est sur quel Sims qu'ils vont se baser? Le premier ou les 176 autres? Ça, bonne question. Ça n'est pas mentionné dans le communiqué. J'ai l'impression qu'on va aller à la base et développer du début. Mais bref, un autre projet singulier quand même pour Margot Robbie là, comme productrice qui commence à avoir... C'est-tu Hasbro qui a les droits des Sims aussi? Bonne question, je sais pas. C'est eux qui ont... Non, je pense c'est Mattel, Barbie. C'est Mattel. Non, ça va être coproduit avec, je pense, Electronic Arts, je pense, qui ont... c'est ça. Qui ont Sims, c'est ça. Mais c'est quand... je trouve ça le fun. Il y a comme une vague là, depuis quelques années sur des films de jeux vidéo qui sont pas condescendants avec les jeux vidéo ou avec les joueurs. Fait que ça, je suis bien content. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Là. Oui, parce que l'approche peut être tellement vaste. Fait que, j'ai hâte de voir. Ça sonne comme... 2027, genre le film, là. Je veux dire, ça sera pas pour demain, là, s'il commence. Non, peut-être 2026. Ça serait pas impossible si le scénario est rédigé cette année, tournage 2025 quelque part. OK. Bref, à suivre pour ça. Sinon, rumeur cette semaine qui a enflammé le web, je sais pas si vous avez vu ça passer, mais... il y aurait le nouveau James Bond qui serait choisi. Ouais. Je pense que c'est pas une grande surprise si ça va se concrétiser. On parle de Aaron Taylor Johnson, donc évidemment qui va jouer Craven prochainement. Mais il est pas britannique. Oui, il est anglais. Okay. Non, il fait son accent. Je pensais que j'étais plus pas sûr. C'est vrai dans le train. C'est ça. Mais il joue plus souvent des Américains, évidemment, connus auprès d'une génération comme le Kick-Ass, qui était vraiment très, très bon le premier. Fait que je pense que la gueule, puis l'âge aussi, parce que je sais qu'on voulait aller vers un retour vers un James Bond un peu plus jeune. Donc, il serait le plus jeune à l'incarner. Je pense qu'il a 33 ans en ce moment. Là, on parle d'un... Il n'y a pas déjà eu une série télé Young James Bond ou quelque chose comme ça? Ou c'était un jeu vidéo? Peut-être plus un jeu, Young James Bond Jr. Ça me dit quelque chose? Mais c'est peut-être juste un jeu au Super Nintendo. De la télé, j'ai pas souvenir de ça du tout. Junior, c'était pas 30 ans. Mais là, il faudrait parler à un gros fan des livres, à savoir s'il y a des livres de James Bond qui traitent de sa jeunesse jusque-là. Oui, je sais pas. Moi, à chaque fois qu'il y a un James Bond qui sort, c'est cette question-là je me pose. C'est-tu tiré d'un livre? Je sais pas si... en fait, le dernier tiré officiellement, c'était The Living Daylights avec Timothy Dalton en 87. À partir de License to Kill, c'était vraiment des histoires originales. Ça, c'est confirmé par les Broccoli? Pas encore, mais ils ont pas démenti la rumeur non plus. Donc, absolument, ils sont rapides aussi quand il y a des rumeurs trop persistantes. Puis même chose du côté de Taylor Johnson, qui était très flatté, mais qui a rien démenti. Donc, selon la source, la rumeur se prête officialisée dans les prochaines semaines. Là, apparemment que les pourparlers étaient engagés, puis qu'ils sont en train de finaliser ce contrôle. Peut-être mieux que Craven, il va être dans le cascadeur aussi, de Fall Guy. Il y a un tour, je m'avais oublié. Il fait la personne dont Ryan Gosling fait la doublure, fait les cascades puis c'est lui l'acteur qui disparaît, plus en rôle secondaire. Moi, j'aime bien, honnêtement, Aaron Taylor Johnson. Donc, attendons voir, mais au moins, ça serait une bonne nouvelle que la franchise, tranquillement, se prépare à un retour. Je sais pas si, du coup, ils vont y aller comme les derniers, puis le signer 4 ans, puis faire tout un arc déjà un petit peu, même s'ils écrivent pas les scénarios au complet, mais... ça, c'est sûr qu'il va être signé pour plusieurs films, là, au moins 3. Parce que si ça a été le succès de Craig, c'était pas juste de faire un comme Pierce Brosnan, comme les autres, juste un film, et d'y faire... C'est aussi ce qui a amené la grosse vague émotive avec la fin du dernier, puis tu sais... quand il va dans l'espace. Là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est effectivement... J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le nouveau. Non, moi aussi, parce que les attentes vont être très élevées. Là, quand même, l'empreinte Daniel Craig était assez énorme sur la franchise. Sinon, ça, je pense, Francis, ça va te réjouir. On a officiellement annoncé qu'il y aura une reprise du film de Never Ending Story, l'histoire sans fin. Film culte des années 80-84, en fait. Film qui avait été réalisé par Wolfgang Peterson, qui était son premier film anglais. Mais c'est une production européenne quand même. Fait que c'est pas une production américaine. Et à l'époque, c'était le film qui avait eu le plus gros budget en dehors d'Hollywood. Quand même, on parle d'un 30 millions. Le film est une adaptation d'un roman vraiment très populaire, plus en Europe qu'en Amérique du Nord, qui avait été écrit en 79 par l'auteur allemand Michael Ende, qui avait détesté profondément les films. Parce que... ça fait tout le temps mal à entendre. C'est ça, parce qu'il disait que ça n'avait rien à voir avec
l'histoire, puis même le message et tout ça, là, fait que ça a été trafiqué un peu. Tous les auteurs qui aiment les adaptations de leurs films, c'est parce qu'ils acceptent que c'est plus leur livre. Ouais. C'est rendu un film. C'est comme, oui, c'est mon idée de base, mais c'est un médium différent. Moi, c'est 450 pages, ça, c'est 1h40. C'est sûr que faut que tu l'acceptes. Mais je pense que lui, c'était l'aspect commercial du film un peu plus. Là, je pense qu'il était comme... Je pense qu'il voulait justement pas un film à l'américaine. Bref, ses ayants droit ont finalement signé quand même, donc avec une boîte de production qui est quand même assez intéressante, là, qui sont derrière les films Lion puis Power of the Dog, mais aussi Heartstopper sur Netflix, qui est un truc de l'abdo. Fait que, fait que tu sais, ils vont dans différents styles, mais c'est quand même des productions de qualité. Puis ils ont annoncé non seulement une reprise du film lui-même, mais une entente pour plusieurs films, même s'il n'y a eu qu'un roman. Alors, on va peut-être vouloir explorer... J'avoue que l'univers est tellement vaste. T'es écouté-tu, toi? Oui, moi, je suis un gros fan des deux films, même que je considère le deuxième plus fort que le premier. En tout cas, c'est lui qui m'a plus marqué. Malgré que la mort du cheval est quand même assez marquante. Je me souviens que ça jouait à télé. On a à peu près le même âge, puis je les ai vus, mais j'en ai pas de souvenir. Je pense que mon souvenir, c'est que j'avais comme un peu peur de cette affaire-là. Mais c'est dans la vague des années 80, tu sais, le film Labyrinthe. Le film des Ewoks aussi. Oui, c'est ça, exactement. C'est très... il y a une esthétique purement, puis ça, il va falloir qu'il aille le chercher. C'est du fantastique, mais sombre. Un peu sombre, puis tangible. Les décors, c'est tangible, tout est tangible. Il n'y a pas... les seuls effets spéciaux, c'est les espèces de fonds verts qu'ils faisaient à l'époque, qui essayaient de gérer le mieux qu'ils pouvaient. Et la créature Falcor, je pense que c'était ça. Écoute, mais... Ah oui, je suis très curieux. Surtout avec la technologie d'aujourd'hui, avec les talents qu'on a aujourd'hui. Wow, j'ai hâte de voir. Et la question demeure, est-ce qu'ils vont reprendre la chanson thème de Never Ending Story? Je sais pas. Qui est revenue virale à cause de Stranger Things. Ah, oui. Ouais, à la fin de la saison 3, un des personnages reprenait la chanson. Mais que justement, l'auteur détestait aussi parce que, en fait, c'était pas présent dans la version internationale du film. La chanson avait été composée pour la version américaine. Donc, chanson pop et tout ça. Ben, surtout, on était dans les années 80 puis tous les gros films avaient leur chanson thème. Oui, c'est ça. Fait que... Alors, on verra bien, mais effectivement, je pense que le potentiel est là, un peu comme avec les Chroniques de Narnia. D'ailleurs, il n'y a personne d'attaché au projet. Non, c'est vraiment juste, on annonce qu'on a eu les droits d'adaptation. Ça y est, on a les droits. C'est parti. C'est donc, fait que c'est pas pour tout de suite, malheureusement. Moi je pense que ça fait le tour des actus. Bande-annonce. Oui! Le teaser de Alien Romulus. Au début, on l'écoutait ensemble au bureau, Francis et moi, puis là, on se dit, ah oui, c'est Fede Alvarez qui fait ça, puis là, c'est juste un travelling dans un couloir des vaisseaux, puis je suis comme, je pense que ça en donnera pas bien plus que ça. Il est juste assez long pour qu'on se pose la question, là. Exact, parce que ça dure comme 1 minute, puis là, le dernier 25 secondes, là, des images en rafale d'action, de sang, de Alien qui a l'air de péter, puis on fait comme, je pense que ça va être un bon, là. Parce que oui. Moi, j'ai foi en ce réalisateur-là, honnêtement. Kelly Spaney, quand même, comme tête d'affiche, qu'on avait Priscilla, qui est très bonne aussi. Isabella Merced, qui faisait Dora l'exploratrice. Oui, c'est vrai, maudit. Mais ça, j'aime ça quand ils vont chercher des actrices comme ça, là, puis qui pètent tout de suite. On va dans un autre genre. Totalement. Wow, j'ai hâte. Puis moi, ce qui pique ma curiosité, c'est que ça se situe entre le premier et deuxième film, donc entre Alien et Aliens. Okay. Alors, on retourne plus, je pense, à l'univers préféré des fans. Fait que j'ai l'impression que ça va être peut-être le début de la colonisation de Aliens. Oui, parce que ça bouche un beau trou, là. Ils ont un couple de centaines d'années à boucher entre les deux. Fait que j'ai bien hâte de voir, honnêtement. Mais oui, j'ose espérer que ça va être un retour en forme là, pour la franchise, parce qu'on ne sera pas de cachette que les deux derniers films de Ridley Scott. La trilogie qui a jamais vu le jour, qui a jamais abouti. Ouais, c'est ça. Autant Prometheus était prometteur parce qu'il allait ailleurs. Il y avait un potentiel mais tout dépendait de la suite pour élever ce premier film-là, et ça a été le contraire. Finalement, il a juste complètement détruit cette vision qu'il y avait. Puis ultimement, c'est le box-office qui a fait foi de tout, parce que le film avait des éléments intéressants, d'autres plus ordinaires, puis c'est le fait que ça s'est planté. Parce qu'il y en a bien des films qui sont
pas si bons que ça, mais qui Ouais, voient tout leur volet parce qu'ils ont un certain succès. Là. Ben non, ça n'a juste pas intéressé les gens, tout simplement. Fait que ouais, c'est ça, le 16 août, puis c'est vraiment cool parce que on avait déjà parlé, c'était supposé être un film de plateforme du côté de Fox. Il était supposé aller direct sur Hulu parce qu'il y avait comme une entente là, pour avoir du contenu plus adulte sur la plateforme Disney+, et / Hulu. Puis finalement, c'est après le succès de je sais plus quel film que finalement ils ont envoyé, là, peut-être pendant la pandémie, là, il manquait de sortie, en 2020, ça le dos large, c'est très long, là, mais genre 2021-22, ils ont comme envoyé quelque chose, je sais plus si c'était Smile, c'est pas eux, mais ou Babadook ou une affaire comme ça. Puis là, finalement, ça a marché. Fait qu'ils ont dit, hey, on va les sortir. Je pense que. Parce qu'il y avait eu le spin-off de Predator que lui était juste en plateforme. Puis qu'il y a eu un énorme succès critique et d'écoute. Fait que ça a peut-être convaincu justement Disney de dire, oh, on a peut-être échappé avec lui. Là, donc. C'est ça. Fait que. Écoute, de toute façon, t'as la primeur sur ta plateforme. Fait que sors là au cinéma, donne une vie digne. Ben oui, jusqu'à 12-13 semaines, jusqu'à temps qu'il soit épuisé, puis après, tu sors en exclu. C'est ce qu'ils font avec les Marvel, finalement. Ouais. Fait que, donc, notez que c'est le 7e film de la série, ou 9e, si vous incluez les Alien vs Predator. Je pense qu'ils font partie de la série. Je pense que oui, mais je pense que pour les puristes, on pourra dire que c'est le 3e, parce que depuis Alien 3, ça n'est qu'une longue chute. C'est ça. C'est comme quand tu demandes à quelqu'un, il y a combien d'Indiana Jones, là. Tu vas savoir combien il est fan, dépendamment de sa réponse. 3, 4 ou 5. Là. Ouais. Alors, tu faisais le gag d'entrée de jeu. On a finalement eu droit tout chaud à Beetlejuice, vraiment un très très petit teaser du film de Tim Burton. Je pense que lui, il en dévoile encore moins, si on veut. Là. Juste pour nous rappeler que ça sort le 6 septembre, que tout ce beau monde est de retour. Qu'on va relibérer Beetlejuice ou qu'il a l'air de... c'est toujours dans le décor. La bande-annonce commence avec un enterrement. Ouais. Moi, je suppose qu'ils ont fait disparaître le père pour des raisons. Puis, mais le père, c'est l'acteur... Jeffrey Jones. Ouais. Ok, c'est ça. Oui, je mélange avec Gina Davis puis le Stephen Baldwin. Alec Baldwin. Mais eux, c'était des fantômes, c'est ça. C'était pas eux les parents. Je sais pas si on va avoir des caméos de... Avec tout ce qui se passe avec Baldwin. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, ils l'ont peut-être coupé au montage. Ou des fois, ils sont du genre à faire juste Gina Davis. Peut-être. Je serais pas étonné. Je pense qu'on la voit, elle. Mais là, on a un trio de femmes de différents âges qui vont affronter visiblement un Beetlejuice en forme. J'ai hâte de voir. Je pense qu'il revient en force. Puis écoute, non, quel solide trio quand même. Là. Catherine O'Hara, Winona Ryder qui reprennent le rôle et Jenna Ortega qui joue la fille de Winona et la petite fille de Catherine. Donc, ça, moi aussi, j'y crois. Oui, je suis très curieux. Si Tim Burton est sur son X, on va avoir droit à... Exactement. Écoute, ça a été tellement long à choisir l'histoire qui convenait à tout le monde. Fait que j'ai l'impression j'ose espérer qu'ils ont quelque chose de solide puis de plaisant. Là. Moi, ce qui me redonnait foi, c'était de voir les photos de plateau, puis quelques vidéos de plateau de tournage qui étaient disponibles. Puis t'es là, ça look good. Ils ont tout recréé, vraiment, la maison d'époque, les décors intérieurs, tout ça, le grenier. Le grenier, dans la bande-annonce, c'est incroyable. C'est la même chose. Mais je pense que je vais pouvoir être surpris parce que je suis pas aussi enthousiaste que vous. C'est-à-dire, pas comme, je pense qu'ils vont le rater, c'est plus comme, je suis un peu indifférent vers ça. J'ai vu le premier, mais je suis comme, OK. D'habitude, les suites tardives, c'est échec ou quelques fois coup de circuit. Fait que je suis comme, je demande à être diverti. C'est juste ça, mes attentes. De toute façon, comme on dit, c'est un peu... Tu sais, il a reneigé cette semaine, on s'approche du printemps. Fait que là, on dirait que les films comme Romulus, qui est le 16 août, c'est comme, oui, j'ai hâte, mais tu sais, c'est loin. On va vivre le mois de mai, juin, juillet, les films, mais notre vie aussi et tout. Là, fait que on va vivre, j'ai le temps comme un peu de l'oublier. On va vivre Godzilla contre Kong avant. Oui. Bon. Alors, allons-y avec les sorties et restons dans la nostalgie avec le gros morceau Ghostbusters Frozen Empire de Gil Kenan cette fois-ci. Ouais, SOS Fantôme, l'Empire glacé, gelé. L'Empire de glace. L'Empire de glace. Ouais. Il y a comme en France, il y a une traduction presque pareille, mais pas pareille. Okay. En tout cas. Bref, on retrouve tous les nouveaux personnages du précédent film Afterlife et aussi les vieilles faces qu'on adore. Là, Ernie Hudson, Dan Aykroyd, même Bill Murray et même, j'ai oublié, Annie Potts qui est là aussi. Il y a une espèce d'artefact là, qui est retrouvé puis qui, sommairement, là, menace de déclencher une espèce de deuxième ère glaciale avec un fantôme plus fort et plus terrible et plus puissant que tous.
Fait que les Ghostbusters, maintenant réinstallés à New York dans cette ancienne caserne, vont devoir s'unir là-dedans. Alors que chacun, là, les deux jeunes ados, se cherchent un peu au travers de ça. Paul Rudd, qui est nouvellement un peu beau-père, fait qu'il n'ose pas trop se placer là-dedans, voilà. Et comme le classique de la série, c'est que la ville est un peu contre eux. La politique est contre eux et menace de les fermer. Ouais, donc allons-y avec Francis, qui est notre invité. On te laisse la parole en premier. Mais je pense que tu l'as dit, tu sais, c'est un film familial, c'est ancré sur la famille. Et après avoir mûri sur le film, tu sais, Dan Aykroyd, la gang du morceau noyau central de Ghostbusters, ils ont toujours été très groundés avec leurs fans, avec les Ghostbusters fans. Et je crois qu'ils ont comme compris que là, c'était vraiment vendu comme une famille. Et que la famille qu'ils ont créée, toute leur petite famille aussi, là, commence à triper pour vrai sur Ghostbusters. Fait que là, on rentre dans la 2e génération de fans de Ghostbusters. Et, en tout cas, moi, pour mes filles, c'est loin d'être éteint, là. J'ai une fille de 7 ans puis de 5 ans. Ils trippent sur Ghostbusters 1 et 2. Okay. Fait que c'est loin d'être fini, Ghostbusters, en termes de résonance puis rayonnement. Je pense qu'ils l'ont compris. Et ça a peut-être joué contre eux aussi un peu dans le film. Parce que c'est la critique qui revient surtout là, sur Internet. Trop de choses, trop d'arcs narratifs différents. Puis je pense qu'ils ont comme... Il y avait trop de scènes. Ils auraient pu faire 2 films avec, je crois. Tu sais, on l'a vu là, dans le trailer, il y a des scènes qui sont présentes et qu'on n'a pas vues dans le film. Ils nous ont shooté des photos de tournage 1 mois avant qui ne sont pas dans le film. Moi, je m'attendais de voir Bill Murray puis Paul Rudd en face puis qu'il y ait un affrontement ou un discours, tout zéro que dalle. Fait que, clairement, là, il y avait vraiment beaucoup de stock. Puis je suis sûr qu'il aurait pu faire 2 films avec les scènes qui ont tourné. Là. Exact. Ce qu'ils ont bien maîtrisé à ce moment-là, c'est quand même d'avoir un film de 1h50 à peu près. Fait que c'est un bon ratio. Là. L'erreur est souvent là de faire un 2h08 pour un film qui en mérite pas autant. Ça reste... Ça tourne bien, comme on dit. On a une trame centrale. C'est sûr qu'on a un peu des détours. Je trouve que on sait pas trop quoi faire avec Trevor, là, Finn Wolfhard. On lui donne, lui, il a comme 18 ans, il veut s'émanciper un peu. Fait qu'on lui donne un peu des side quests qui, au final, pourraient être enlevés. Mais là, c'est le bonhomme de Stranger Things, fait que t'as besoin qu'il y ait du temps d'écran, fait qu'il y a un mélange de tout ça, parce que c'est quand même plus autour du personnage de Phoebe là, qu'on se centre. Puis là, ils ont en plus ajouté, on voit Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster, que je connaissais pas, mais qui est un humoriste britannique, une face connue à quelque part. Fait que là, je me dis, si on fait un 3e film, est-ce qu'il va falloir en plus garder ces faces-là, parce qu'on ramène tout le monde, c'est ça qui vient un peu densifier l'histoire. On est un petit peu plus horrifique, peut-être, que les volets précédents. Je me demandais justement, toi, tu penses que ta fille de 7 ans, elle serait prête pour ça? Ou 7 ans? Tu veux qu'elle dorme le soir? C'est parce que c'est ça, il y a des fantômes qui sont vraiment cool. Puis il y en a un là, derrière dans le noir complètement. Sérieusement, lui, il est effrayant. Là. Lui, il est effrayant. Puis au cinéma, c'est toujours plus impressionnant qu'à la télé. Exactement. Aussi. Il y avait un côté, juste pour ça, là, quand il y a une espèce de, sans spoiler, une base où il y a comme les fantômes, justement, à chaque fois qu'il les ramasse, il faut bien qu'il les capture puis qu'il les dépose quelque part. Ça me faisait penser à 13 Ghosts, là, la maison hantée. Moins horreur que ça, là, pas des têtes arrachées puis des dents manquantes. Mais absolument, le principe de espèce d'aquarium à fantômes. Absolument. Mais c'est ça, il y a beaucoup d'éléments horreur. Et on en parlait justement, c'est parfait pour intégrer les enfants qui ont vu Afterlife, genre à 6, 7, 8 ans. Puis que là, quelques années plus tard, là, ils ont 9, 10, 11 ans. Il y a vraiment une marche, un step de plus vers l'horreur. Puis on se rappellera que c'était le but premier de Ghostbusters 1. C'était de faire un film d'horreur à la base. Un peu familial. Comédie d'horreur, Tu sais, Gil Kenan, c'est lui qui a coécrit avec Jason Reitman. Jason ne réalise plus ici. Le fils d'Ivan Reitman, donc c'est la franchise familiale aussi du côté de nos ambassadeurs canadiens. Mais Kenan a aussi réalisé, je me souviens plus où j'ai dit ça, mais des films d'horreur un peu. Monster House, qui est quand même un classique d'animation vraiment 2005-2006, c'est lui qui a réalisé ça. Sérieux? Okay. Ouais, il a fait le remake de Poltergeist, puis il a fait une couple d'épisodes pour la série télé Scream. Fait que tu vois qu'il maîtrise quand même ces codes-là, fait que c'est le fun de... Je pense que c'est quand même le bon mec dans la chaise là, pour effectivement cette franchise-là à ce moment-là.
Retour de Slimer aussi, c'est ça? Oui. Mm-hmm. Ben ça, c'est un des reproches qui a été fait dans Afterlife, mais ils ne pouvaient pas l'intégrer comme ça, là, magiquement. Ben, on comprend. Et on n'était pas à New York. C'est ça. Slimer est à New York, il est autour de la caserne. Ils l'ont bien intégré. On le voit que c'est vraiment moitié marionnette, moitié CGI. Oui, exact. C'est même chose pour le retour du fantôme de la bibliothèque qu'on voit juste 5 secondes. Moi, je suis bien à l'aise avec ça. J'adore ça, ce mix des deux-là. Puis, je sais pas si vous avez vu, s'il y en a qui regardent le Rotten Tomatoes, je le trouve sévère. Ouais. Il était comme à genre 45%. C'est vraiment pas aussi terrible que ça. Puis d'ailleurs, j'ai vu que celui de l'audience, donc du public, est à comme 85%. Voilà. La vérité est un peu plus là. Je dirais que si Afterlife, vous avez fait « Wesh, c'est pas ça mes Ghostbusters, j'aime plus ça », ben je pense que vous êtes en dehors de l'autobus, puis ça va pas vous intéresser le deuxième. Mais si vous avez aimé ce qu'on présentait, retourner vers un peu plus la famille, moi, je trouve qu'on est au rendez-vous. J'espère juste que dans le 3, on va peut-être recentrer pour pas qu'il y ait plusieurs trames puis que chacun mène son enquête puis que ça se ferme au bout. Ça, c'est plus un modèle de série télé, je trouve. Oui, exact. Fait que là, de voir tous les gens séparés puis ils disent « Hey, il se passe quoi avec lui? » Ah oui, c'est vrai, tu sais, comme toutes les ronds de poils sont allumés en même temps, mais on fait la même recette, mais c'est beaucoup trucs à gérer. T'as tes pâtes, t'as tes légumes, ta viande, ton tofu de l'autre bord, ta sauce. J'espère que ça va marcher. À un moment donné, certains personnages disparaissent comme un peu trop longtemps pour le flow de l'histoire du scénario. Là, à un moment donné, Paul Rudd puis Carrie Coon aussi. C'est vraiment 10-15 minutes avant quasiment qu'on les revoie. Moi, pour ma part, je dois avouer que j'ai été vraiment bien diverti. Effectivement, je trouve les critiques très sévères. C'est sûr qu'on peut pas atteindre la charge émotionnelle du précédent nécessairement, mais j'ai beaucoup apprécié le retour à New York, la scène d'intro avec l'Ecto One en action dans la ville. Ça fonctionne très bien. La sirène de l'Ecto One, là. Quand même le fun. Ça fonctionne. L'audio des Ghostbusters fonctionne. Tous les sons des Proton Packs. Tellement Puis d'avoir ajusté la technologie justement à aujourd'hui avec le drone en trappe de fantôme aussi, c'est quand même assez cool. Puis écoute, la force, c'est les personnages, honnêtement. Les nouveaux personnages sont vraiment sympathiques. Là. On s'investit en eux. Et surtout McKenna Grace, qui est comme douce et casseur, cette fille-là. C'était vraiment très bonne. Là. Vraiment. Beaucoup de scènes est seule, deux personnages. C'est pas tant des scènes d'action, mais de mise en place de personnages. De personnages et tout, puis c'est vraiment très crédible, c'est super bien fait. Ouais, vraiment, la chimie entre eux est impeccable, mais je vous rejoins là-dessus, c'est un peu trop dense comme récit, là. C'est un peu trop éparpillé, ça aurait pu être serré un peu, puis même c'est le personnage j'oublie son nom, je vais mal le prononcer, mais le Firemaster. Kumail Nanjiani. Oui, qui est très drôle, honnêtement, mais je pense que ça aurait pu être complètement évacué, puis ça aurait peut-être juste... Peut-être même une meilleure histoire, je pense, là, mais bon, ça c'est juste goût. On l'accepte, on le trouve drôle, mais... Si vous avez demandé de l'écrire, là, on l'aurait fait. Là. Oui, c'est ça. Mais boudez pas votre plaisir, tu l'as dit. Si vous aimez cet univers-là, vous aimez ces personnages-là, je pense que c'est très, très satisfaisant. C'est ça, laissez-vous pas abattre par la critique qui est un peu mièvre, en tout cas. Puis j'espère honnêtement qu'on aura droit au moins à un autre volet éventuellement. Voilà. Espérons-le. Toujours à New York, sûrement. Oui, bien sûr. Ou peut-être, écoute, sait-on si ça va s'ouvrir vers le monde aussi. C'est ça qu'on disait. Est-ce qu'il existe un peu comme Poudlard, tu sais, à un moment donné, s'il y a des problèmes de fantômes à New York, puis même partout aux États-Unis, c'est ce qu'on a vu un peu avec le Afterlife, il doit y en avoir partout dans le monde. Fait que ça prendrait, comme Poudlard, comme Harry Potter, des écoles de magie partout, ça prendrait des services Ghostbusters partout dans le monde. Fait que là, tu pourrais avoir un spin-off Ghostbusters Spain. Ghostbusters Québec. Tu dis ça, mais tu sais, il pourrait lancer un concours de court-métrage pour les fans de Ghostbusters à travers le monde. Puis, ça serait hot, là. Ça, j'avoue. Ça serait méta, mais il y a quelque chose à faire. Quand quelque chose est aussi ancré dans la pop culture, puis autant mondial que ça, mais c'est pas pour rien, là, au Japon, ils trippent tellement Ghostbusters, c'est incroyable, là. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à sûrement. Ouais, c'est cool, ça. Donc, restons... oui, une fois que la glace pogne, après, il faut que la glace fonde. Oui, alors, OK, on peut aller là. J'allais ailleurs, mais vas-y avec la fonte des glaces de François Péloquin.
Loquin. Ben oui, je trouvais que le titre nous conduisait très bien. Film québécois, donc, qui met en scène Christine Beaulieu, Lothar Bluteau, Marc Belland et une couple de faces peut-être un peu moins connues. J'ai aimé revoir Jean-François Beaupré, enfant des zigotos que je suis. Et Pierre-Paul Lalin, c'est ça aussi? Oui, Pierre-Paul Lalin qu'on avait vu dans Arsenault et Fils. On suit Christine Beaulieu, qui est une agente correctionnelle qui a son unité un peu spéciale de réhabilitation où c'est tous des hommes qui ont commis des homicides. Puis le but, c'est au-delà de l'emprisonnement, ça finit à un moment donné, t'es libéré sous condition, etc. Fait que comment on s'assure que ces gens-là ne recommencent plus et qu'ils puissent vivre normalement dans la société? Fait que c'est une aile différente où les mesures, on est un petit peu moins enfermé dans sa cellule. C'est moins punitif. C'est ça, moins punitif. On apprend à beaucoup de travailler ensemble, s'occuper de soi, faire son lit, mais aussi ils font du canot. De l'aviron ensemble, pour travailler en équipe, ils font du sport et cuisine, ils font de la musique. Une vraie réhabilitation sociale. Ouais, c'est ça, pour comme un peu, c'est cucu, mais tu sais, aimer la vie, là, tranquillement, comme ça, puis accepter de se pardonner ou de passer à autre chose. Puis on travaille aussi en partenariat avec la justice réparatrice, qui est de rencontrer les familles, etc. Ouais. Sauf que, ben là, on comprend que le reste des gardes, et ça fait jaser, ce concept-là. Ben là, ces gens-là ont tué, puis ils ont quasiment du fun à être là ensemble, mais on travaille sur leur morale, etc. Puis, éventuellement, va arriver un prisonnier qui est sur le bord de sa libération, donc à quelques mois de sa sortie, va travailler là-dessus, qui est un tueur à gages, et qu'elle va soupçonner être celui qui est responsable de la mort tragique de sa mère, il y a de cela des dizaines d'années, parce que son père à elle est un top policier, maintenant retraité, fait qu'il était beaucoup la cible des motards et autres, parce que c'était un enquêteur qui mettait beaucoup de voyous derrière les verrous. Fait que, est-ce qu'elle sera capable de le traiter comme les autres? Est-ce qu'elle va essayer d'avoir des réponses à ses questions, d'avoir une preuve que ce serait lui qui aurait tué sa mère? Fait que c'est le dilemme qui se glisse là-dedans. Dans un film qui, je trouve, une de ses forces, c'est son scénario, c'est de bien marier le drame qui va conduire tranquillement au suspense. C'est pas un suspense criminel du début à la fin, puis c'est pas juste l'espèce de drame de la personne qui regarde l'eau, le plan, la shot classique, là, c'est ça. Non, je regarde l'eau puis je réfléchis. Fait que la fonte des glaces, ben on comprend, ça fait référence à, oui, le film se passe de l'hiver jusqu'au printemps, mais l'armure de glace que chacun porte autour de soi, autour de son cœur. Voilà. Fait que je vous passe le micro un peu, les gars. Ben vas-y, Francis. C'est un film québécois qui parle, en fait, d'hommes dans une prison. T'sais, moi, j'ai pas été surpris, j'ai été conquis, mais pas méga surpris. Je m'attendais à voir ça. Okay. Je l'ai vu, mais chapeau à la direction d'acteur et le visuel. Sérieusement, il y a quelques scènes que t'es là, mais mon Dieu... J'en reviens sur la direction d'acteur, mais c'est vraiment, c'est très touchant, c'est très personnel. Et malgré que ce soit un concept qu'on a vu plusieurs fois, autant dans des téléséries que dans les films, je vous garantis, ce n'est pas traité de la même façon que ce qu'on a pu voir dans bien des films. C'est un film québécois. J'ai quasiment le goût de dire, c'est borderline d'être un film d'auteur, là, quand on regarde certaines séquences. Ah oui, quand même. Ouais. Je pense que le réalisateur puis sa conjointe, la co-scénariste, François et Sarah, auraient pas... Je pense qu'ils l'assument. C'est pas un blockbuster. Non, puis c'est justement, ils l'assument et ça se voit, ça se sent. Et je crois que c'est ça aussi qui embarque le fait les scènes de suspense, que justement, c'est là-dedans qu'ils nous réussissent à nous accrocher purement. Moi, je dirais que c'est un film d'auteur très accessible. Oui, c'est ça, exact. Et tout repose, tu l'as dit, sur les comédiens, surtout Christine Beaulieu, là, je veux dire, elle est tellement talentueuse, elle peut tout jouer, honnêtement, autant la comédie que ce drame-là, mais elle a une certaine autorité, mais en même temps une sympathie qui est juste fascinant à voir. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les scènes entre elle et son père, joué par Marc Belland. Ouais. Je trouve qu'il y a un naturel assez intéressant dans leur façon juste de se répondre, de se regarder. C'est dans l'écriture, je trouve qu'on comprend que les personnages existent en dehors du film. Puis ça, c'est une réussite dans l'écriture. Je trouve que c'est pas juste l'utilité, tu sais, comme... on pense à une fenêtre, là, t'sais. Eux, ils existent, puis à un moment donné, tu le vois à travers la fenêtre, puis là, il vit ça, mais il y a un avant, puis il y a un après. Quand c'est un peu
trop au service du film. T'as l'impression que la personne là, est comme un figurant qui bouge pas, puis là, il dit sa ligne, puis là, ça aide le protagoniste à avancer, puis là, après, il disparaît, puis c'est comme, c'est pas quelqu'un de vrai, tu sais. Alors que là, tu comprends que c'est deux obsessifs. Lui, c'était son travail de policier pour mettre le monde derrière les barreaux. Puis elle, c'est pour, une fois que ça c'est fait, comment on fait pour s'assurer qu'ils deviennent des bonnes personnes par la suite. Puis elle aussi, comme pas de chum, elle travaille là-dedans non-stop. Elle se bat côté politique pour avoir du financement pour faire valoir son point puis dire que ça fonctionne puis tout. Fait que c'est deux bien intenses, deux personnes intenses. Ouais. Donc, non, c'est un film écoute, très bien écrit, tu l'as dit, très bon dialogue, réalisation très efficace. Fait que, vraiment, je pense que c'est un film à découvrir. Et puis, il faut quand même souligner aussi que ils ont réussi à avoir Lothar Bluteau à l'écran. Là. C'est quand même un grand acteur qu'on a moins vu ici au Québec, surtout en français. Il a tourné beaucoup en anglais depuis une 10-15 années. Oui, c'est ça, je pense qu'il est rendu. Donc, c'est quand même une bonne prise, mais il faut se rappeler, à l'époque, c'était avec Jésus de Montréal que c'était fait découvert. Puis ça avait tourné Black Robe au début des années 90, qu'il a amené aux États-Unis, justement, au Canada anglais. Donc... Et c'est tout un comédien, là, quand même. On a fait un épisode spécial sur le film qui est déjà en ligne. On vous invite à l'écouter, que ce soit avant ou après votre visionnement. Puis t'en parles avec justement François Péloquin, Sarah Lévesque, la co-scénariste, et Christine Beaulieu. Mais t'as bien fait parce que moi, pour vrai, je sais pas c'est qui. J'ai jamais vu Jésus de Montréal, je sais c'est quoi, puis je savais pas c'était qui Lothar Bluteau. Je me doutais en regardant son IMDb que c'était un Québécois qui tournait dans beaucoup de séries. Il était dans Viking, je pense, une couple d'affaires. Mais moi, je le connaissais ni d'Ève, ni d'Adam. Non, c'était vraiment... C'était comme... C'est un peu le Roy Dupuis de son époque, là. Okay. Dupuis est arrivé quelques années plus tard, là, avec les filles de Caleb, mais non, c'était Lothar Bluteau, là. C'était 89, Jésus de Montréal, fait comme 89 à 92, 13. Là, c'est ça, je pense que c'est 93 qui est parti. Là, on l'a perdu. Il y a des gens comme des fois de talent mais tu dis avant Roy, mais tu sais, Screamers avec Roy Dupuis, c'est pas mal ça, 92, 13, 14. Ah non, c'est un peu plus tard, Screamers. C'était fin 90, tu penses? Moi, je pense que 95, 16. Ouais. Okay. Le film de Christian Duguay. 2-3 ans après. Là, non, mais tu sais, c'était lui, les filles de Caleb, vraiment, qui l'a lancé là, en 93 de mémoire. Faut juste souligner quand même que le film a pris une dizaine d'années à financer. Oui, c'est ça. Ça, c'est dommage. François Péloquin avait fait avec Roy Dupuis Le bruit des arbres là, en 2016-2017 que j'ai écouté avant de faire l'entretien avec eux. J'ai bien aimé. Avec Antoine Lécuyer aussi. Et bref, je trouve que c'est le genre de film qui peut passer sous le radar. Justement, on l'a dit, cinéma d'auteur un peu. Je pense qu'il est sur 25-26 écrans. C'est quand même bon, mais je pense pas qu'il est dans les cinéplex. Fait que ça a l'air de rien, mais je trouve que c'est supérieur à ce qu'on pense. Comme film. Absolument. C'est ça. Tu peux penser que c'est le drame classique québécois, puis ça va être ça, puis finalement, le problème, c'est mon père. Puis c'est comme... non, c'est mieux fait que ça. Il y a plus de raffinement là-dedans. Un très bon propos, matière à réflexion. Sociologiquement parlant. Oui, absolument. Fait que bon, conduis-nous ailleurs. Ben oui. Alors, allons dans l'horreur, mais pas traditionnelle quand même, dans l'horreur élevée, c'est le nouveau terme qu'on dit. Elevated horror. Ouais, avec Immaculate de Michael Mohan. Qui met en scène Sydney Sweeney, la nouvelle coqueluche des médias sociaux et tout, là, est responsable en copartie du buzz de... Anyone But You, qui était le succès surprise du temps des fêtes. Oui, puis qui a vraiment remonté en janvier, juste après le gros boom des fêtes. C'est comme ce film-là regagnant en popularité. On voit rarement un film qui se maintient comme ça. Là. On va suivre cette jeune dame, Cécilia. Oui, Cécilia. Sœur Cécile, qui va arriver dans un couvent qu'on comprend être en campagne italienne, l'espèce de couvent où les sœurs vont pour mourir. Fait comme c'est joyeux. Ouais, non, mais quand ils sont en fin de vie, c'est le genre de CHSLD, mais des sœurs italiennes et tout. Fait qu'elle est une Américaine, elle commence à parler italien, fait que ce qui va permettre que le film soit majoritairement en anglais. Fait qu'elle rentre là comme cette jeune vierge qui vient faire vœu de chasteté et tout, mais va rapidement découvrir qu'elle est enceinte. Fait que s'est-il passé? Y aurait-il magouille dans la place? Alors, scène horrifique une après l'autre, un peu de body horror. Et on quand même, il y a quelques scènes un peu graphiques qui m'ont un peu surpris. Je pense que c'est le premier film depuis... Écoute, j'irais là avec Midsommar. Je suis sorti, puis j'étais encore un peu en réflexion sur ce que j'ai vu. OK. Je m'attendais pas
à ce genre qu'ils aient autant loin dans l'aspect elevated horror, dans l'aspect non commercial de la chose. Je trouve que le film a de très bonne qualité. Peut-être que l'histoire fait un peu de défaut, le scénario. Ça aurait peut-être aller un peu plus vite. Je pense que la deuxième partie est beaucoup plus intéressante. Mais pendant un bon moment, tu te demandes où c'est que ça va s'en aller. Puis en même temps, c'est pas un défaut non plus de prendre le temps d'installer des choses. Je trouve qu'il y a un côté un peu, là, pour les plus vieux, Rosemary's Baby, film des années fin 60. Ben ça, moi, plus récent, j'aurais dit justement The Witch, par exemple, avec Anya Taylor-Joy. Tout à fait aussi, oui. Fait que... il y a des images assez troublantes, assez marquantes. Je pense un peu à la Midsommar, qui, je pense, pour les gens qui aiment ce genre-là, ça peut être intéressant à voir. Mais je dirais la grosse révélation, c'est Sydney Sweeney, que moi j'ai vu dans Euphoria quand même, donc je connaissais son talent. Je pense qu'il se confirme de plus en plus, comme tu l'as dit, elle est même coproductrice du film. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Je pense que ça va être une carrière à suivre. Et la réalisation est quand même très efficace, je trouve. J'ai vraiment hâte de voir la suite des choses. Les ambiances, la musique est très différente pour ce genre-là. On est dans un style très liturgique par moment. Je trouve qu'il y a un clash. En même temps, ça respecte l'ambiance où elle est, l'univers, mais ça clash avec le style de film d'horreur que j'ai trouvé intéressant. Fait que pour moi, j'ai aimé ça. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je sais pas. Mais j'aime ça être troublé un peu là. Tu sais, c'est comme dur à définir. Fait que sachez-le, même si ça m'en veut d'être Sydney Sweeney, c'est pas un film pour ados typique d'horreur. Là. On n'est pas du tout. Mais il est assez accessible. Je trouve moi, je le trouve à mi-chemin entre un genre de horror flick qui va vers le Midsommar, par exemple, là, mais qui est pas encore là. Mais il y a... On est peut-être dans un style un peu Hereditary. Ouais, c'est ça. Qui valse entre les deux. J'aime beaucoup la fin, justement. À un moment donné, on se demandait qu'est-ce qui va se passer. Là, ça va-tu finir happy ending? Ça serait quand même surprenant. J'ai beaucoup aimé l'espèce de dernier 15 minutes. Je l'ai trouvé très, très efficace. Mais je trouvais que des fois, il traînait un peu le film. On dirait qu'il manquait un peu de profondeur à la trame narrative, un petit peu de chair autour de l'os. Cela dit, c'est ça, très efficace, comme tu as mentionné, une couple de shots de body horror, là, d'arrachage d'affaires, puis de micro-torture et une bonne dose de sang, un très fort cri à la Scream Queen, là, comme Jenna Ortega a fait il y a quelques années dans X. Fait que c'est... Ouais. Puis elle a dit en entrevue, tu sais, elle avait auditionné pour ce film-là en 2014. Fait que c'était vraiment avant d'être... Elle avait 16 ans. Connue, c'était avant Euphoria. Oui. Puis finalement, le film a... Je sais pas si elle avait eu le rôle, mais le film a juste pas eu lieu. Puis là, depuis, elle est de plus en plus connue et populaire et elle a les moyens. Fait qu'elle a fondé ou cofondé une compagnie de production qui s'appelle 50-50. Qu'il y a comme rien sur leur site. Je pense que c'est trop récent. Ça doit être leur première production. Fait qu'elle a ramené le film. Elle est allée chercher Michael Mohan qui avait collaboré sur quelques films, dont De Voyeur sur Amazon Prime, le film. Ouais, c'est ça. Je suis allé voir un petit peu son CV parce que je le connaissais pas. Et moi, je suis comme passé dans le bar de beaucoup de courts-métrages, puis faire comme ça. Mais en fait, The Warriors, il avait tourné avec Sydney Sweeney, il était dedans. Exact. Et l'histoire se passe à Montréal quand même. Et c'est assumé. Là. Fait que c'est tourné à Montréal, mais ça se déroule à Montréal. Elle travaille pour genre l'optique, les lunetteries, le genre de trucs de même. Fait que là, je suis curieux d'aller voir ça, parce que c'est rare que les Américains vont faire ça. Là. Si on s'entend à Montréal, c'est toujours une doublure de quelque chose. Ouais, récemment, ça jouait pour Baltimore. John Wick. Fait que je suis curieux. Et surtout, c'est lui qui a lancé un peu Sydney Sweeney avec une série qui s'appelle Everything Sucks, diffusée sur Netflix, qui a eu une saison, qui se passe en 96, un coming of age avec des ados secondaires. Fait que je pense que je vais aller voir ça, honnêtement. Ouais. Fait que ça fait longtemps qu'il est dans le giron de Sydney. Puis elle a dit en entrevue, elle dit en tant que femme, là où je suis, je sens qu'il faut que je crée mes propres projets pour avoir des rôles à la hauteur, sinon le sous-texte, c'est comme pour pas être juste une bimbo de service dans des films là, c'est comprenable. Je suis mieux de l'idée, puis c'est un peu l'exemple Emma Stone, Margot Robbie avec Lucky Chaps, toutes des actrices qui prennent en main leur carrière, c'est ça. Écoute. Puis voilà, fait que puis c'est drôle aussi l'idée parce que comme elle tombe enceinte dans le couvent, elle se fait un peu diriger par tout le monde et les instances supérieures sont des hommes.
Mais elle est beaucoup victime de ça actuellement. Là, on est toujours en train... Son image sur les réseaux sociaux, ses seins sont-tu gros, plus gros, moins gros, c'est parfait, donc ben hot, blablabla. Il y a d'ailleurs, au début, là, elle se fait être en interrogation au bureau des passeports parce que le fait qu'elle prenne un aller simple en Italie, ils trouvent ça bizarre, fait qu'ils apprennent à part, tu sais. Puis l'autre dit en italien, hey, c'est dommage qu'elle s'en va d'un sœur, elle est tellement belle, quel gaspillage de belle petite femme, tu sais, puis tout. Fait que c'est un peu méta en ce sens-là. Ouais, c'est assez étrange. Le but du film, c'est pas d'avoir ce commentaire social-là, mais je pense pas présent. Il y a un deuxième degré quand même que un petit peu allumé, on peut voir à travers de ça. Elle est victime de son image en quelque part. C'est ça, elle se fait gaslighter dans le film aussi, puis tout, non, tout va bien aller, c'est un miracle de Dieu, reste avec nous, etc. Puis à noter qu'on trouve quand même au générique Alvaro Morte, qui est le professeur dans Casa de Papel pour les fans de la série. Ça fasse me dire de quoi, c'est parce que je l'ai vu depuis 4 ans, il y a de la promotion partout. Alors, quand même. Ouais, on se la joue, tu sais, quand il va parler en anglais, il va avoir un accent, fait que ça va, parce que ça se passe en Italie, c'est des Italiens. Ça a été tourné en Italie d'ailleurs, mais c'est un Espagnol, lui. Ouais, c'est ça. Mais on dit pas que c'est un Italien dans le film, qui pourrait très bien un Espagnol. T'as raison, comme elle est une Américaine qui se retrouve là, fait que je m'excuse. Donc, si vous voulez un film d'horreur très différent, Immaculate pourrait être pour vous. On reste en Italie. Allons-y. Le suspense policier, Dernière nuit à Milan. Last Night of Amore dans son nom en anglais, ou Notte di Amore, l'Ultima Notte di Amore. Franco Amore, qui est le policier qui est sa dernière nuit de service, s'apprête à prendre sa retraite, assez jeune, là, genre, parce qu'il a commencé... Début cinquantaine, peut-être. Ouais, c'est ça, fait qu'il a dû faire son 25-30 ans de service assez rapidement, là, dès sa vingtaine. Non, je pense que c'est ça, il va avoir 55 ans, ça fait 25 55. ans. Enfin, la même, c'est ça. Sauf que on comprend aussi que il va se retrouver devant une affaire un peu weird où d'autres policiers sont morts, puis il reste une nuit pour élucider ça. Le film va travailler un petit peu en flashback pour nous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Pas plein de flashbacks, mettons un gros flashback là, qui va remonter jusqu'à l'incident. On est dans un monde de... Oui, il y a de la corruption, mais tu sais, au Québec, entre autres, on a fait un choix de payer cher nos policiers, puis en Amérique du Nord en général, puis ça, c'est pour éviter la corruption. Alors que en Italie, je ne l'avais pas entendu parler, mais je sais que en Amérique du Sud, par exemple, ça arrive que les salaires sont pas très bons, mais tu es une force de la loi, fait que c'est plus facile de dire, moi, un petit 15 000, ça m'aiderait pas mal à closer mon année, parce que j'étais un peu sous-payé. Cresser la patte un petit peu. C'est ça. Oui. Fait qu'eux sont dans un milieu où ils font beaucoup. Lui, il veut être réglo, il veut sa retraite, il est sur le bon chemin, il essaye de faire les bonnes choses tout le temps, mais il se prend des contrats comme un peu garde du corps ou pour juste faire le voyagement de quelque chose. C'est comme monnaie courante, je pense, pour les policiers, vu leurs aptitudes physiques et tout, mais ils essaient de faire des affaires légales, pas avoir d'armes à feu, rien qui est un danger, mais peut protéger du monde quand ils vont vendre des montres, là, une affaire de même. Fait que, je veux pas trop en dire pour pas rien spoiler de ce qui se passe, mais le personnage principal, joué par Pier Francesco Favino, est vraiment excellent. Il a une bonne gueule de cinquantenaire, poivre et sel, très crédible. Tu le vois qu'il essaye de commettre les bonnes actions, mais qui se retrouve tout le temps un petit peu le doigt dans l'engrenage puis que les choses empirent. C'est quelqu'un qui a joué aussi des rôles là, dans des World War Z, Angels and Demons, Rush, le film de Formule 1. Fait qu'il sort de l'Italie aussi, mais il était dans en vedette de 3 films en 2022-2023 en Italie, des films qui sont ramassés un peu partout. The Traitor, qui est un film de mafia. Il va être dans Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, film français. Fait qu'il a une bonne carrière internationale. Là, je pense ça fait penser un peu à Mads Mikkelsen ou quelqu'un comme ça qui arrive à transcender les barrières internationales. Fait que le film repose sur ses épaules avec le cousin de sa femme qui est justement lui qui magouille un peu avec les Chinois en Italie. Ça, c'est intéressant, de faire une dernière run pour eux, mais il était comme j'aimerais mieux attendre ma retraite pour rien risquer. Puis c'est comme non, c'est l'affaire juste avant. Hein? Fait que le film est disponible en version française, en version originale sous-titrée français. Je sais pas si tu voulais ajouter d'autres choses. Ouais, non, mais moi aussi je trouve ça assez intéressant. J'aimais cet angle-là de côté un peu crime organisé chinois en Italie. Là, ça détonne du visage de la mafia qu'on voit habituellement. Établi au 19e étage d'un gros penthouse d'une tour à condo. Là. Fait que l'enrobage était assez intéressant. Comme tu dis, le comédien très, très bon aussi. Fait que mais c'est le genre de film qu'il faut se hâter pour le voir en salle. Ouais, c'est ça. Il n'arrivera pas à rester un mois, au cinéma. Ouais, c'est ça, 4-5 semaines, à moins que les chiffres soient vraiment bons, là, comme Anatomie d'une chute ou quelque chose comme ça. Mais
C'est un très bon suspense policier. Ouais. Puis j'ai pu noter le running time 2h05 peut-être, une affaire comme ça. Là, c'est très raisonnable pour la durée. Ouais, vraiment très bien fait. Vraiment un bon... Le genre de film que tu dis, ça m'adonne pas, j'ai pas réussi à le voir au cinéma, puis là, tu vas le voir popper sur une plateforme à m'amener dans un an, puis tu vas faire, crime, c'est vraiment bon, pourquoi je peux pas aller voir ça? Un peu... c'est pas le même angle, mais tu sais, La Nuit du 12, par exemple, de Dominique Moll l'an dernier, qui était très déstabilisant, là, avec énormément de féminicide, là, mais j'aime ça, c'est comme des... C'est au-delà du film de papa. Le film de papa, d'habitude, c'est comme un Jason Statham qui pète des gueules un petit peu noir, quelque chose comme ça. Mais lui, c'est vraiment un bon thriller. Là. Voilà. J'ai vu aussi La Vénus d'argent de Helena Klotz, où une jeune femme va tenter de c'est le mot du jour, transcender sa classe sociale, qui vit fille d'un homme dans la gendarmerie, donc les corps policiers en France, un peu militaire en fait, je pense. Puis en rentrant dans le monde des traders financiers, mais elle va peut-être réaliser que c'est plus rough que ça en a l'air et que tout le monde magouille un peu avec tout le monde. Parce que c'est un boys club et est-ce une femme ou ça va au-delà de ça? Juste parce que je pense que t'es newbie. Il y a un peu de ça. Même elle s'identifie comme non-genrée, mais dans le film. Fait que... mais c'est surtout plus... Ne rentre pas là-dedans qu'il veut, mais le film commence qu'elle est déjà stagiaire à une place, puis tu sais, elle fait beaucoup d'études tous les soirs pour en apprendre plus, puis rentrer là-dedans, puis à un moment donné, elle a un peu une occasion de se faire valoir davantage. Puis on comprend que chez elle, elle travaille pour... Pas elle travaille, mais tu sais... Elle a du bagage à régler. Sa mère est décédée. Elle a un jeune frère, jeune sœur. Elle s'en occupe beaucoup. Il y a un personnage joué par Neil Schneider qui revient justement de guerre, qui est un gendarme aussi. De guerre ou de combat, d'une formation, je sais plus trop. Puis tu sais, on comprend qu'ils ont un passé trouble les deux ensemble. Là, pas juste un amour impossible, mais... Il a pas été gentil nécessairement. Fait qu'elle va essayer de régler ça un peu. C'est Claire Pommet, qui est connue sous le nom de Pomme, qui est une chanteuse, qui a le rôle principal. Puis je pense que c'est son premier rôle, puis elle est vraiment très bonne dans ce film-là. C'est pour ça que le visage me disait de quoi. Ça pourrait ouvrir une carrière là, qui pourrait suivre à ça. Et moi, je savais pas ça. Puis à un moment donné, il y a un moment, il célèbre l'anniversaire ou la retraite de quelqu'un. Puis là, il y a Safia Nolin qui joue On s'est aimé comme on se quitte là, de Joe Dassin, merci. Version très mélodramatique et mélancolique comme elle l'a fait. Puis j'étais, c'est donc bien bizarre qu'elle soit là, elle dit rien, elle fait juste. Mais je savais pas, mais c'est un couple. Oui, c'est un couple ensemble, oui. Ah ouais, ok. Oui. Safia Nolin puis Claire, ils se sont mariés en cachette pendant la pandémie. Okay. Ils sont femme et femme, ils sont mariés les deux. Fait que, bref, ça m'a surpris de voir ça et j'ai appris tous ces ragots par la suite. Fait qu'on mélange un peu, c'est ça, récit d'émancipation parce qu'elle a comme genre 24 ans. Fait que qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, où tu t'en vas? Puis il y a quand même forme de thriller au travers de ça, un thriller financier. Fait que sans être une affaire de délit d'initié ou de quoi que ce soit, fait qu'on est à cheval entre les deux choses. Les critiques sont vraiment élogieuses partout dans ce truc-là, un petit peu intimiste, pour La Vénus d'argent. Film français, donc. Le titre est intéressant aussi. Ouais, ben il l'explique dedans, ça fait référence à... C'est le logo de... Ah, j'ai oublié. Une compagnie de voitures. C'est comme une Vénus avec des ailes qui est sur le devant. Là. Pas une Jaguar, non? Non, parce que c'est un Jaguar. C'est un Jaguar, ouais. Mais j'imaginais la même affaire, mais je me souviens plus si c'est sur Rolls-Royce ou quelque chose comme ça là, qui ont ça. Fait que c'est un peu ça, là, cette liberté de vitesse, etc. Là. Il y a un parallèle avec ça. Un peu comme la fonte des glaces. Il y a une image. Un double sens. Voilà. Fait que c'est tout pour cette semaine. Écoute, j'ai pas eu le temps de noter s'il y avait un documentaire de la semaine ou s'il y en a un, ben malheureusement, sans offense. Il y a moins de rayonnement que d'autres semaines. La semaine prochaine, le 29 mars, Godzilla X Kong The New Empire. Donc, la collaboration, enfin, entre ces deux géants contre plus de gorilles méchants. Je vais peut-être me retaper l'autre film avant parce que ça fait longtemps. C'est un peu fou. Tu veux vraiment? Écoute, je veux tout comprendre l'histoire. Hôtel Silence aussi, qu'on a réalisé une entrevue avec l'équipe qu'on va pouvoir probablement mettre en ligne avant la sortie du film, mais le nouveau film de Léa Paul avec Sébastien Ricard, entre autres, et d'autres sorties qu'on découvrira et qu'on vous présentera la semaine prochaine. D'ici là, pour nous contacter, comme d'habitude, écrivez-nous au balado@monciné.ca.
On vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Puis Francis, t'as-tu aimé te joindre à nous? T'as-tu aimé ton expérience? Mais absolument. On t'a forcé à écouter des films cette semaine? Jésus, ça m'a tellement fait de la peine. Ah non, merci de m'avoir accueilli. C'est toujours un plaisir de parler cinéma avec vous. Ben, voilà. Pareillement. Et Pat, le mot de la fin? Ben oui, sur ça, on souhaite bon popcorn, bon cinéma, et puis si dans votre entourage, là, il y a une fille qui veut rentrer au couvent, peut-être un bon moment pour la dissuader.